Voilà, c'est bon. Donc, bienvenue dans ce podcast Secret d'endurance Bagnolio. Et puis, j'ai vraiment la chance d'avoir euh, à l'écoute ici Xavier Thévenard. Xavier, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. C'est moi qui suis enchanté d'être là. Bah écoute, ça me fait vraiment très plaisir parce que ça faisait longtemps vraiment que j'avais envie de discuter avec toi. Et puis, on va le prendre vraiment comme le fil d'une discussion finalement. Ouais, Donc, Xavier, en fait, ta mission, hein, si tu l'acceptes, c'est de nous en dire plus sur l'exploration mentale dans le domaine de l'endurance. C'est quelque chose que tu connais ouais, bien. C'est-à-dire quels sont tes comportements, tes émotions, tes décisions lorsque tu te retrouves confronté à un gros challenge sportif, ça tu aimes, ouais. mais Mmh. aussi celui de changer la perception d'un monde que les personnes ont de la nature, et je pense que ça te touche fortement. Alors moi, je vais te poser d'abord une première question, une question mindset. Finalement, qui est Xavier Thévenard en quelques mots? C'est dur. En quelques mots, je pense, quelqu'un de simple, qui a pas besoin de choses très superficielles, et puis amoureux de montagne et de nature et de sport, voilà, je crois. Mmh. Super. Bah, écoute, on va y venir tranquillement. Moi, j'avais vraiment une deuxième question qui est importante. C'est vraiment comment le Xavier Thévenard est-il devenu le grand spécialiste finalement de l'endurance? Que s'est-il passé dans sa jeunesse pour être le vainqueur de multiples grandes courses d'ultra-trail? Je pense que c'est un cadre, qui a fait qu'on s'est forgé une petite endurance, dès l'enfance. On était dans un endroit assez isolé, au plan d'automne avec mes parents. Qui tenait un gîte auberge au pied des pistes de ski de fond et puis, le premier copain était à une dizaine de kilomètres donc pour aller le voir, il fallait y aller, l'été à pied, et puis l'hiver en ski de fond et puis la journée, quand il y avait pas d'école, on s'amusait aux cow-boys et aux indiens à courir de partout, dans les reliefs du Jura donc forcément, ça, ce côté ludique, au travers du sport et ça nous a forgé une endurance et puis, en fait, c'est allé de fil en aiguille, au fil des années, j'ai compris des choses, j'ai grandi, j'ai mûri et puis c'est devenu, voilà, un passe-temps, c'est ce sport d'endurance et après on se donne des défis, des challenges et en fait, à chaque fois, il y a eu la progression, petit à petit donc c'est venu assez naturellement, en fait. Mmh. Alors, en fait, quand on parle de l'endurance, parce que toi, effectivement, on parle beaucoup d'ultra trail. On voit Xavier, on le verra comme vainqueur de grandes courses, on l'a évoqué, mais aussi, tu faisais du ski de fond. Donc, tu as fait Ouais. beaucoup de sports qui étaient reliés en fait à l'endurance, que ce soit selon les saisons, l'hiver ou l'été. En fait, tu étais tout le temps dans la forêt, c'est ça? Exactement, en fait, les skieurs de fond l'été, comme il y a pas de neige, ils se préparent souvent en course à pied et de la course à pied en nature donc depuis tout le temps, quand j'étais au club en ski de fond, étant gamin, on faisait des sorties, en course à pied dans la nature avec des bâtons pour essayer de faire le même mouvement que le skieur de fond donc voilà, en fait, du trail, j'en ai toujours fait depuis l'âge de 7 ans, quoi, parce que les entraînements club l'été et puis l'automne, c'était de la course à pied en nature et puis après les courses sont arrivées et puis ensuite, je me suis testé quoi, voir sur les distances, ce que ça peut donner et puis ça avait pas trop mal marché. Je suis passé par le biathlon, en section sport-études. Quand j'étais sur ma période de lycée, j'étais en section sport-études et du coup, l'effort du biathlon, c'est assez violent, c'est très intense, c'est 30 minutes, 40 minutes et je voyais que ça me correspondait un peu moins parce que ce que j'aimais moi surtout, c'était m'évader, avoir cette notion un peu d'aventure, et puis comme c'est assez, cadré, structuré, on va dire, le biathlon, c'est tout le temps le même la même piste, c'est assez chronophage et moi j'avais besoin peut-être un peu plus de m'évader, ce qui me correspond déjà plus à mes traits de caractère, où on va dire que le biathlon, c'est assez violent et puis moi, j'étais quelqu'un de plutôt posé et calme et finalement l'ultra endurance, ça me correspondait un peu plus et voilà, ça manquait un peu d'évasion, le biathlon et c'est pour ça, en fait, tout naturellement, je me suis dirigé vers la longue distance en ski de fond, puis ensuite à pied, quoi. Mmh. Et ça, c'est à quel âge, dans quel âge tu avais, quand tu as vraiment démarré, à aller justement, en nature, faire du ski? On ne parle pas forcément de compétition à ce moment-là, on Ouais. n'est pas forcément là-dedans, mais après tu vas y Mmh. venir petit à petit puisque tu as été en sport-études, je crois, hein, ski de fond, c'est Ouais, ça? c'est ça, ouais.
Mais en fait, déjà le plus jeune âge, parce que je me souviens étant, au collège, ouais, vraiment pré-ado, où ouais, j'adorais revenir des cours et puis prendre les baskets et puis d'aller, à l'autre bout du plateau de rotor parce que l'endroit était sympa, parce que c'était calme et puis, parce qu'il y avait au fil des saisons, ben, voilà, on a la chance avec le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, c'est jamais pareil et puis la contemplation des paysages au travers de l'effort physique, c'est vraiment une super symbiose et je pense que c'est vraiment, ça qui m'attire le plus. C'est peut-être l'effet des endorphines avec l'effort physique et puis, la contemplation des beaux paysages, c'est une vraie dépendance et et puis je m'en lasse pas quoi. Je trouve qu'il y a toujours, même si on revient sur un même endroit, un même secteur qu'on connaît, il y a toujours, des fois l'effet de surprise. Il peut y avoir une rencontre aussi, pendant le parcours et j'adorais étant gamin, c'était la bouffée d'oxygène. On était en cours, toute la journée assis sur une chaise, écouter quelqu'un et puis, le côté évasion et puis, waouh, je peux faire ce que je veux, être dans mes pensées, choisir mon allure, c'est ce qui me plaisait. Puis en fait, ben, voilà, déjà après ado, je faisais des grandes distances. Après, on n'avait pas tout ce monde connecté, je savais pas exactement le nombre de kilomètres que je pouvais faire déjà, mais Une autre je pense époque. que ouais et puis après, ben, en fait, en grandissant, ben, en fait, j'ai augmenté un peu les distances, quoi. Mmh. Ouais, C'est tu, pour en ça fait, que je suis ouais, c'est arrivé, ça. ouais. Tu associes souvent, en fait, dans tes propos, on entend souvent le mot nature, hein, c'est-à-dire de jouer avec la nature, ce qui permet, entre guillemets, de tenir des heures sans t'ennuyer, en fait. Et j'ai l'impression aussi que tu vas rechercher la nature, mais aussi une sorte de silence. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça? C'est vraiment te ressourcer? Ben, ouais, et je sais pas, j'ai l'impression plus j'évolue dans le temps là, plus j'ai besoin de cette tranquillité, et ça me dérange pas du tout de m'entraîner seul. J'aime bien avoir de la compagnie de temps en temps, mais d'aller longtemps tout seul et pendant plusieurs journées d'affilée, si je vois personne, ça me dérange pas tellement. Parce que voilà, on peut voir des choses quand on est seul qu'on voit pas à plusieurs parce qu'il y a souvent, du bruit avec la discussion parce que voilà, on est plus attentif à une discussion, à un échange ou à une présence que lorsqu'on est tout seul, ben, voilà, on peut, regarder où on veut, on peut, écouter ce qu'on veut et puis être dans nos pensées aussi et c'est vrai que ça amène pas mal d'apaisement, quoi. J'aime bien, ce côté un peu, solitaire, hein, voilà. Mmh. Ouais, mais on Après, y pas un revient. solitaire dans la vie Ouais, parce que j'aime oui. bien partager des choses avec les gens et puis je suis assez sociable parce que j'aime bien passer des soirées avec les copains, mais il y a des moments comme ça où j'aime bien être seul. J'ai l'impression que tu joins aussi un petit peu le côté de la nature, parce que tu es aussi musicien. La nature est aussi créatrice, en fait. C'est-à-dire, elle te permet aussi de créer certaines choses. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une liaison avec tout ça, d'aller te ressourcer finalement, parce que tu parles de contemplation, mais Mmh. aussi, voilà, c'est les écrits de Michel Le Van Cuyen, par exemple, qui a écrit sur cerveau et silence ou cerveau et nature, qui dit que Mmh. finalement le cerveau a énormément besoin dans notre société. Est-ce qu'on n'aurait pas besoin de ça de plus en plus finalement? Est-ce que tu n'es pas dans l'air du temps? Finalement, on dit que c'était mieux avant, mais finalement, on se croit un peu has-been, mais finalement, on est vraiment dans l'air du temps. Ben, peut-être et puis le fait que, comme je t'ai dit là à l'instant, je sens que plus j'avance dans dans la vie, plus j'ai le sentiment j'ai le besoin d'aller, m'évader en nature, être tranquille, être au calme et peut-être parce que derrière justement, il y a beaucoup plus de communication au travers des réseaux sociaux, beaucoup plus ouais, d'oppression avec, notre société qui nous donne beaucoup d'informations et peut-être que finalement, inconsciemment, je me dirige encore plus vers des choses, où j'ai besoin de calme et c'est vrai que, bah, dans le milieu naturel, finalement, on trouve moi, j'aime bien ce côté un peu créatif au travers du sport. Tu choisis ton itinéraire, tu choisis la belle courbe, tu choisis, bah, voilà, la 2 lignes, les mouvements de terrain qui se trouvent devant toi et puis cette liberté-là, ben, il y a ce côté créatif aussi qui est vraiment, je trouve intéressant dans le sport et en associant avec la nature, quoi et voilà, donc c'est ce que Ouais. j'aime aussi, ouais.
tes propos sont non seulement intéressants, mais d'un autre côté, j'aimerais te parler un peu parce qu'il y a le succès actuel de l'Ultra Trail du Mont Blanc, de l'UTMB, que tu Mmh. connais bien. Et il y a un peu une des mesures. On a vu un monde fou l'année dernière sur l'UTMB 2022, qui est devenu vraiment un rendez-vous très international. Est-ce qu'il n'y a pas justement un énorme paradoxe entre le Xavier Thévenard qui va dans la nature, qui va chercher le silence, qui va chercher l'âme créatrice, entre guillemets, et puis d'un autre côté, cette folie finalement du monde qui peut y avoir agglutiné sur les bords de l'arrivée, notamment, ou du départ. Exactement, hein. C'est vrai qu'il y en a de plus en plus et comme tu dis, c'est un paradoxe, alors, peut-être que plus les années vont passer, plus tôt j'aimerais faire des choses en off et puis, être à l'écart de ça. Je sais pas comment ça va se passer. Après j'aime bien, comme je l'ai dit aussi, j'aime bien ce côté, partage et puis, ouais, ce côté sociable, et là, c'est vrai que c'est une grosse fête, il y a une grosse ambiance et puis, bah, voilà aussi souvent ce que je dis, c'est je viens à l'UTMB parce que c'est le Tour du Mont Blanc avant tout, et ce Tour du Mont Blanc, c'est quoi? Pour moi, c'est des glaciers, c'est des rivières, c'est des montagnes, c'est des alpages, et finalement ce parcours, il est assez unique en termes de paysage. Il y a la traversée des 3 pays, il y a le Mont Blanc, où on en fait le tour, donc il y a un symbole aussi qui est là, et dans les discussions que je peux avoir avec, les différents médias, avec les copains, je dis: «Ouais, je suis content de faire le tour du Mont Blanc, j'aime bien faire le tour du Mont Blanc, j'affectionne le tour du Mont Blanc». Je dis jamais l'UTMB, je dis le tour du Mont Blanc parce que c'est vraiment ça qui m'inspire, c'est le tour du Mont Blanc, et puis certes, il y a le côté, bah, côté, compétition, performance, pression médiatique, et cetera, mais Est-ce qu'on ne aujourd'hui, se met bah, il y pas a la encore. pression nous-mêmes? Est-ce que, par exemple, est-ce que toi, tu vas chercher pas autre chose? C'est-à-dire que tu évoquais cette notion d'aller effectivement te ressourcer dans le silence, dans la nature, mais après, on a besoin tous d'appartenance et de partage. Est-ce que justement, tu n'as pas envie de le partager, cette passion de la nature? Bah, exactement, ouais, et je suis super, content quand, j'arrive à embarquer, une bande de potes qui viennent du Jura pour m'encourager sur le parcours, de la famille, pour les ravitaillements, et puis, finalement de les voir avec la banane au bord du parcours, ben, moi ça me rend heureux parce qu'ils sont là pour moi, mais on partage un moment ensemble, et puis, j'aime bien cet échange réciproque, de sourires et de bonheur qu'on peut avoir, et c'est ça que j'aime bien sur le Tour du Mont Blanc, et puis finalement, j'aime y retourner parce que je sais que je suis pas déçu du parcours par sa beauté des paysages, par l'ambiance, par, la fête un peu de l'ultra et de la course à pied, par cette notion de partage et d'émotion que je peux avoir avec mes proches, et puis finalement, bah, l'ensemble, fait que, voilà, on passe des bons moments à chaque fois, fin août, et bah, on y retourne, et puis à chaque fois c'est des histoires emmagasinées, c'est des émotions emmagasinées, puis on a envie de revivre, l'année suivante la même chose, quoi. C'est un peu comme, quand il y a des gens qui se retrouvent en famille pour la période de Noël ou, en fin d'année, parce que voilà, c'est des moments de partage importants, et chaque année, bah, on renouvelle ça parce que, ça nous fait plaisir, et c'est important d'avoir du bonheur et de la joie, dans une année, donc ça fait partie de la fête dans une année, le Tour du Mont Blanc, et en plus, voilà, il y a tout ce beau Une sorte monde, de donc récompense, c'est ça? C'est-à-dire que moi, justement, on a anticipé un petit peu sur la question, hein, que vient-on chercher en fait en compétition alors qu'on pourrait aller le chercher seul dans les sentiers? C'est vraiment la question essentielle parce que finalement, on peut aller chercher aussi seul, soi-même, des choses dans les sentiers, mais là, on va aller le chercher dans la compétition et notamment dans la compétition longue, extrêmement mmh, difficile aussi, avec des enjeux, puisque généralement, quand on a gagné 3 fois, je le rappelle, l'Ultra Trail du Mont Blanc, on a aussi et puis d'autres courses, bien évidemment, on a aussi on peut avoir aussi la pression parce que là, on va rentrer aussi un peu dans le domaine du mental, mais c'est mmh. vrai qu'on pourrait aller le chercher seul dans les sentiers, mais justement, qu'est-ce qu'on peut aller chercher d'autre? Bah, c'est vrai que, il y a le dépassement de soi qui est intéressant en compétition, et puis, l'idée, sur le Tour du Mont Blanc, c'est d'aller le plus vite pour voir le plus de paysages d'un coup avant que et c'est de jouer avec, sa condition physique, c'est jouer avec ses capacités au niveau du temps, c'est d'apprivoiser le temps justement,
et puis, en plus, bah, ouais, il y a les copains qui sont là, il y a la famille, donc on a envie de bien faire une belle démonstration, une belle gestion, et puis, ça nous pousse dans nos retranchements, on découvre nos limites, et c'est une belle occasion justement pour se dépasser, et puis après, ben, voilà, une fois que la ligne d'arrivée est franchie, il y a beaucoup de satisfaction et de bonheur, et voilà, si tout a été aligné, bien fait, après, ben, voilà, on est pour l'année, on est refait, quoi. Là, tu vas chercher, en fait, tu dis, tu vas chercher des limites, sortir un peu des zones de confort ou aller Mmh. se dépasser. On entend beaucoup ça. Et là, on est dans des domaines finalement d'exploration mentale. Moi, j'avais ma question que je pose évidemment à tous mes invités. Pour toi, c'est quoi le mental? Comment tu pourrais le définir? Et finalement, voilà, grosso modo, même avec tes mots, même Mmh. simplement, c'est quoi le mental? Bah, pour moi, c'est la capacité à endurer un peu de la souffrance, et puis, hem, ouais, à mettre la carapace, je dirais sur le dos, et puis, quand c'est difficile, tenir bon, quoi, être un peu rude, et puis, pas se laisser embarquer par ses émotions, Mhm. dans la difficulté, dans la souffrance, faire le Ouais. dos rond, laisser passer l'orage, quoi. C'est un peu, ouais, ouais. En fait, Donc on va chercher une sorte de plaisir dans la souffrance, c'est ça que tu veux dire? C'est-à-dire que finalement, tu t'entraînes pour aller chercher ça, pour être finalement une sorte de plaisir dans la souffrance, même si tu souffres pendant l'UTMB. C'est pour ça que tu t'entraînes aussi un peu, ouais, ouais, quelque part? après, ben, c'est vrai que de passer ces caps, difficiles, hem, une fois qu'on a passé ces caps difficiles, il y a une espèce de satisfaction qui se met en place en disant, «Waouh, c'est impressionnant, l'adaptation du corps, on avait mal de partout, puis finalement, ben, on était prêt à mettre le clignotant et puis à arrêter la course, et puis, en se dépassant, en faisant le dos rond, laisser passer l'orage, bah, on arrive à se dépasser, et puis après ça, il y a une période où ça va mieux, il y a un temps fort, et on se dit: «Waouh, en fait, j'ai bien fait de pas lâcher l'affaire», puis c'est fou la capacité du corps à s'adapter à des situations qui sont compliquées, quoi. Mmh. Tu veux Et dire qu'on est capable d'aller loin, c'est-à-dire dans l'exploration et tu es toujours un peu surpris, j'ai l'impression, des capacités que tu peux avoir, mais ouais, justement ouais, d'adaptation, mais d'un autre côté, c'est aussi grandir, apprendre à se connaître aussi quelque part, non? exactement, ouais. C'est, parfait l'ultra pour faire des expériences personnelles, et puis, après ça permet aussi dans le quotidien, quand il y a des aléas de la vie, ben, les surmonter de façon plus simple, et puis, voilà, je trouve que c'est une vraie école de la vie, quoi, parce que derrière, quand il nous arrive une bricole, ben, on arrive à le prendre plus aisément, plus simplement. On se dit: «Ouais, ça va le faire, ça va passer», et puis voilà, Mmh. pour ça, c'est une Ouais. chouette expérience. On pourrait presque, parce que j'avais envie d'intituler un peu ce podcast La nature de la résilience, mais effectivement, tu vas rechercher des choses dans la nature parce que on pourrait presque t'appeler finalement, tu disais que parfois tu pouvais avoir des lynx. Alors, est-ce qu'on pourrait t'appeler le doux lynx du Jura ou le Sherpa du Jura? Je ne sais pas, mais en tout cas, tu vas rechercher une sorte d'analogie avec ça, c'est-à-dire que finalement, il y a une sorte de force tranquille mais qui est travaillé à l'entraînement, qui est de rester finalement très modeste, très humble avec la nature. C'est un peu ça parce que on entend souvent, on a entendu aussi beaucoup le discours sur la nature. On y reviendra aussi puisque Mmh. tu as des combats très forts par rapport à ça et notamment, mais c'est vrai que, se rendre maître de la nature, des cartes et cetera, mais finalement, toi, tu vas, l'apprivoiser en quelque sorte, c'est ça? Et c'est un peu ça l'exploration de ton mental? Ouais, en quelque sorte, heu, bah, en tout cas, ce milieu naturel, moi, je l'observe, pas seulement qu'à l'entraînement, mais il m'arrive aussi je passe un peu de temps à l'affût, à observer, à rester, quand j'ai mes jours de repos, je me mets dans les bois, et puis j'attends, pour faire de la photographie, ou j'attends de voir passer, ben, le lynx, mais ça m'arrive très rarement, ou C'est sinon rare, d'autres, mmh ouais, comme ouais, animal. c'est très rare, ouais, je l'ai vu la dernière fois, c'était en octobre, dernier,
et ça faisait, 4 ans que je l'avais pas vu et pourtant je passe du temps dehors et je sais à peu près où il se trouve. Je fais pas mal d'observations et c'est pas souvent que je le croise. Mais, ouais, c'est important je trouve d'essayer de mimer, ce milieu naturel parce que, ben, voilà, ils ont plein de choses à ils ont tout ce milieu naturel a plein de choses à nous apprendre et puis se l'approprier un petit peu et de voir comment la faune, la flore se comporte, au fil des saisons, bah, c'est super enrichissant quoi aussi quoi. Mmh. Mmh. J'ai l'impression que quand tu vas chercher des ressources mentales, c'est ça aussi, c'est-à-dire, c'est un petit peu comme l'animal que tu vas chercher, c'est-à-dire, voilà, c'est normal, hein, qu'on ait des faiblesses, des moments de faiblesse, dans un ultra, mais, qu'est-ce que tu vas chercher un peu comme pensée justement à un moment donné quand il y a ces faiblesses? Ouais, des fois je me dis mais, tu vois, nous en plus nous, êtres humains, on on vit souvent à l'intérieur, on passe un peu de temps, ben, à l'extérieur. Quand je m'entraîne dehors, ben, on peut avoir des conditions météo qui peuvent parfois être rudes, et puis bon, bah, ça rend pas forcément les choses faciles, mais bon, au fil du temps, tu t'adaptes, tu t'habilles un peu plus, machin. Mais, quand je vois là, en ce moment, c'est l'hiver à la maison, il y a 50 centimètres de neige dehors, ça descend parfois -15, -20 dehors. Puis eux, bah, les renards, ils sont dehors, toute la journée, ils ont pas après une maison avec, le poêle qui les attend, et de la nourriture, quoi et donc ils sont assez croyables dans, bah, justement dans la résistance et la résilience et on se dit: «Waouh, nous, on est quand même pas grand chose» parce que c'est assez incroyable comment ils arrivent, eux, à s'adapter, par tout, temps, toute saison et puis quand il se met à pleuvoir des seaux d'eau, et que c'est limite pluie-neige, là, c'est vraiment des conditions rudes et ils arrivent à rester dehors, à s'abriter sous un sapin. Ils ont beaucoup à encore une fois à nous apprendre et Mmh. c'est intéressant de les observer, quoi. Mmh. Ouais, c'est vrai que l'observation, des animaux nous permet aussi de voir aussi est-ce qu'en de nous, on est capable d'avoir, cette résilience que tu parles. On pourrait Mmh. presque de loi de l'Hormèse, hein, la loi de l'Hormèse, c'est la capacité Mmh. d'adaptabilité dans un environnement. Ça te Exactement. parle certainement parce qu'en fait, est-ce qu'on est de plus en plus d'un point de vue génétique, épigénétique, est-ce qu'on s'adapte? Est-ce que le trail, l'ultra trail n'est pas justement une discipline qui, permettrait d'explorer plus le côté physique et mental, puisqu'on est dans l'exploration mentale aussi, hein, dans le Mmh. podcast, mais dire aux gens que finalement c'est super intéressant, c'est la performance, la perf d'accord, je ne vais pas dire la fête d'abord, mais en tout cas, la nature peut-être d'abord, et Mmh. d'explorer aussi, ses limites à soi et son adaptation. C'est un petit peu le message aussi, j'ai l'impression que tu veux mener, enfin que tu veux Ouais, lancer? en fait, bah, justement, je trouve que, s'amuser avec son corps, et trouver ses limites, se dépasser, est-ce que ça, je vais pouvoir l'endurcir, ça ou pas? Et d'y aller, d'essayer, pas avoir peur de l'échec. Je trouve que, bah, voilà, ça donne un sens, en fait, je trouve, moi, à mon existence. Après, on a tous, des choix de vie, des, mmh des passions différentes, des motivations profondes qui sont différentes et bah, moi j'aime bien expérimenter des choses, par rapport à moi et voir jusqu'où mon corps, Mmh. peut aller. Alors après pas forcément dans le dépassement de soi, avec L'extrême, tu veux dire, d'aller trop loin? C'est-à-dire que ouais. tu sais mettre des entre guillemets, «des petits warnings» de temps en temps? Oui, oui, voilà, mais par exemple, dans la vie du quotidien, on peut essayer de faire plein de choses pour voir, moi, je sais que, je me douche à l'eau froide, puis Mmh. au début, bah, c'est compliqué et puis après Mmh. tu arrives à t'adapter, quoi. Je C'est et puis je valide. C'est mmh, très dur au début. ouais et Mais puis ça, c'est la quand tu citais la Loire d'Ormez, bah, voilà, mmh, le corps, il arrive à s'adapter et comme dans l'effort physique, bah, c'est le principe de l'entraînement, s'entraîner, créer des cascades adaptatives et puis ensuite, se reposer pour avoir encore un peu plus de forme derrière. Et puis, mais même, tu vois, par exemple, j'ai expérimenté pas mal, sur des jeunes hydriques, des jeunes secs même et ça, c'est assez incroyable, quoi, les capacités du corps
Mmh. à tenir bon, sans nourriture, des fois sans boire, c'est assez allez, incroyable, quoi et puis comment on se ressent derrière et cetera et puis Mmh. finalement, bah, ouais, je trouve que la fille, c'est fait pour essayer d'essayer des choses en tout cas et puis de se sentir vivant, c'est ce qui est le plus important. Donc il y a plein de choses à mettre en place pour essayer de se sentir vivant quoi, être bien dans son corps. Mmh. Ouais, j'ai l'impression qu'on a le corps, on a des pouvoirs extraordinaires qu'on n'a pas vraiment tout à fait explorés, hein, Mmh. notamment certaines limites et peut-être que le message aussi, que tu as fait passer, des personnes, lambda, on va dire, qui regardent, gagner, des personnes à l'Ultra Trail du Mont Blanc ou sur le Grand Raid, sont absolument abasourdis. Mais en fait, c'est tout à fait possible, en s'entraînant et en s'adaptant au bout du compte et on parle de préparation mentale, mais quand on s'entraîne dans la montagne, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 6 heures, 8 heures, régulièrement, en fait, ces capacités d'adaptation après, elles passent bien dans la course, c'est ça? Exactement, ouais et après, même si on n'a pas pratiqué, de sport, dès la tendre enfance, on peut toujours attaquer, plus tard et puis il y aura toujours, une marge de progression et on on peut aller sur un ultra trail, ça c'est évident, Ouais. Après, bah, je pense que d'avoir commencé très jeune, ben, ça nous donne plus de compétences et de qualités pour, performer, aller rapidement sur un ultra. Mais, tout le monde, on est des chasseurs-cueilleurs, on est des nomades, on est des voilà, des bipèdes, on est fait pour se déplacer et faire des longues distances donc, Est-ce qu'on tout le l'a pas un monde, peu peut oublié? y arriver. Qu'on est des chasseurs-cueilleurs à la base et que notre corps est réactif et notre cerveau est prédictif en permanence. C'est-à-dire que voilà, quand Exactement. on parle de préparation mentale, on va prédire, mais il faut penser au corps aussi, comment il fonctionne. Et Mmh. donc, ce que tu évoques, chasseur-cueilleur, ça veut dire que, là, tu évoquais, j'ai entendu, notamment un excellent podcast, hein, qu'on peut citer, Baoun, où tu évoquais le fait, que tu souhaitais revenir en fait à une vie, pas nomade, hein, mais un petit peu plus, simple et peut-être, liée à la permaculture. Tu peux nous en dire plus? Peut-être, lié à un mode de vie, avec moins d'énergie, avec moins de Ouais, voilà, ouais, pas se polluer l'esprit avec, tout ce qui est ultra numérique et puis revenir à des choses, bah, là, on est en train de réhabiliter une vieille ferme, dans le Haut-Jura avec ma compagne Amélie, puis on donc, c'est une maison qui est de 1663 donc 360 ans cette année et donc on l'a réisolée, avec des matériaux naturels et puis l'idée après, ben, c'est d'arriver à faire en sorte d'avoir très peu déperdition donc d'énergie, mais aussi, faire attention à l'eau, et on est autonome en eau et en énergie et puis après, ben, voilà, pas trop d'électroménager, essayer de rester quelque chose sur de low tech, parce qu'on sait très bien que, bah, l'obsolescence programmée, ça nous tend à toujours plus consommer, puis on veut pas être dépendant de ça. Donc, à réfléchir à des moyens de cuisiner, facilement, sobrement et puis que si, la cuisinière casse, eh ben, on peut la réparer facilement en trouvant, des pièces et pas racheter automatiquement, une nouvelle cuisinière. Voilà, cette logique-là quoi de low-tech et puis derrière bien sûr, essayer de tendre vers, l'autonomie alimentaire. Alors après forcément, je pense pas qu'on y arrivera à 100 un jour, mais d'y aller, au maximum donc voilà, par exemple, j'ai déjà planté des arbres fruitiers alors que la maison, on n'y est pas encore dedans, mais pour que ça prenne le temps de grandir et puis, pareil pour le jardin, on en fait déjà, mais le faire un peu plus grand et puis aujourd'hui, on fait déjà un peu des expériences, sur le jardin, sur de la perma mmh. et on verra un petit peu, on fera nos expériences et on verra un peu comment ça évolue, mais c'est un peu les projets du moment pour, avoir, une empreinte carbone qui soit diminuée et puis, Ouais, donc on reste à 2 tonnes, c'est ça? c'est ouais, on y a je Ouais, sais pas, 2 tonnes, c'est pas facile. d'y C'est beau. tendre en tout cas, d'y tendre, mais Ouais, ça ouais, va très vite, ça va très vite, mais effectivement, on va parler d'empreinte carbone et puis, finalement de biodiversité, de comportement parce qu'on est dans aussi le côté du mental. mmh, Heu,
toi, tu as fait ce choix avec Amélie, hein, en fait, hein, de ce choix de vie, mais aussi tu as un combat que tu mènes, puisque pour nous, tu es un ambassadeur, en fait, un vrai ambassadeur, hein. On a parlé de Petit Prince, on parle du Lynx, voilà, mais un vrai ambassadeur sur lequel on prend exemple. Et on entend des discours qui, effectivement, sont recevables, puisqu'il y a des gens qui vont se sentir certaine culpabilité, etc. On est souvent dans des croyances, hein, maintenant, et tu parlais d'informations, beaucoup d'informations. Est-ce que c'est pas difficile, parce que je vois que tu as fait, par exemple, des actions, tu as mené des actions, notamment sur le climat, la fresque sur le climat, des choses comme ça, mais est-ce que tu te heurtes finalement à des retours délicats, difficiles? Est-ce que c'est facile le combat à mener justement pour le climat? Bah, après moi, je pense qu'il faut faire les choses par conviction et mes actions du moment, sur la crise écologique, sur le dérèglement climatique, ça donne du sens. Moi, j'ai ma conscience pour moi et le matin, bah, je suis bien avec moi-même et c'est surtout ça le déjà, je pense, le plus important et puis après, ben, la cause du dérèglement climatique, l'effondrement de la biodiversité, c'est tellement important, je pense que, on on n'a pas idée et personne peut le savoir de quel sera notre avenir. On a quand même des bonnes tendances parce qu'il y a quand même un lot de scientifiques, qui sont hyper compétents, formés, qui sensibilisent à ces problématiques-là et maintenant, ben, voilà, on est un petit peu dans le mur quand même et ça faisait déjà des années et des années qu'ils nous alertaient et ce qui, là, il y a 40 ans en arrière, ils nous alertaient déjà sur ces points-là et c'est en train de se passer donc un rapport du GIEC, c'est à l'unanimité, quoi. Si, il y a pas un scientifique qui est d'accord avec une virgule, bah, le rapport, ils le mettent pas en avant. Donc, c'est un truc, très fiable et aujourd'hui, ben, quand on connaît, un peu, ces rapports du GIEC, alors moi je les ai pas lus, hein, parce que c'est 6 000 pages, mais après C'est bon, beaucoup. il y a des bilans qui sont assez, Mhm. Justement, on va aller un petit peu plus loin dans la. Est-ce que généralement, on a souvent des croyances parce que il faut comprendre aussi. Est-ce que les gens vont aller peut-être aussi, est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'appréhension? Et la question que je voulais te poser, c'est est-ce que justement l'ultra-trail n'est-elle pas un outil, alors très paradoxal parce qu'on pourra en reparler, mais intéressant comme une sorte de nudge, c'est-à-dire le nudge, c'est pouvoir changer les comportements sans que les gens s'en aperçoivent. C'est-à-dire que quand on rentre et on fait de la pratique du trail, on est quand même plus attiré vers la nature. On peut être bien sûr. attiré à son alimentation, on peut être attiré à pas mal de choses qui sont finalement reliées fortement à ces thématiques. Est-ce que tu crois que l'ultra-trail, justement, est-ce qu'il y a un paradoxe parce qu'on voit le versant très économique, mais est-ce qu'on s'en sert pas suffisamment? Exactement, bah, et j'ose espérer que les gens qui viennent vers le trail, justement, c'est pour retrouver des valeurs qui soient simples, qui se retrouvent un besoin essentiel. Souvent, bah, les gens avec leur vie professionnelle, hyper actifs, à être débordés d'informations et tout, ben, finalement, c'est une bouffée d'oxygène, cet ultra trail, ils se redécouvrent, ils sentent leur corps, leurs sensations, ils s'évadent dans la nature et j'ose espérer que ce qui les amène là, c'est justement ce côté évasion, liberté, aventure et qui se décale justement de notre société. Donc j'espère que derrière, quand ils voient, la beauté des glaciers, de ce qui reste et puis la verdure des alpages et puis, les bouquetins au bord du chemin, derrière, ils se disent: «Ouais, c'est une merveille qu'on a devant nous, il faut absolument qu'on arrive à protéger ça» et protéger ça, ben, après, bah, il y a des cheminements qui se mettent en place dans la tête, et pour préserver ça, ben, est-ce que, ben, moi je l'ai fait, hein, c'est ce cheminement-là, à un moment donné, je me sentais pas à l'aise d'aller à l'autre bout de la planète, quand je voyais, le bilan carbone, d'un déplacement en avion, et puis, si tu veux, j'avais pas l'équilibre là, il me manquait quelque chose et quand je voyais bah, voilà, c'est cette biodiversité extraordinaire et puis que finalement, au travers de ces vols, je participais à la destruction, de ces espèces. Quelque part, j'étais pas très bien avec moi-même. Alors après Un ça regarde sentiment de que moi. culpabilité, c'est ça que tu veux dire, personnel, Ouais, individuel? Tu vois. Mhm. exactement, ouais et Mhm. puis,
Après, voilà, je suis pas irréprochable, je suis pas du tout exemplaire, hein, mais j'essaye, voilà, je me sentais pas à l'aise avec ça. J'avais un peu de culpabilité, donc du coup, j'ai dit: «Ouais, en plus, il y a plein de» ça me donnait aussi l'occasion d'explorer encore plus derrière chez moi parce qu'en stoppant l'avion, il y a plein de vallées alpines. La vallée les Alpes, c'est merveilleux et puis il y a un territoire immense et puis avant de l'explorer, il y a plus il faut passer plus d'une vie. Donc c'est sûr que, voilà, il y a Mais il y a des j'espère que choses les gens peut-être en à tout cas travailler. Il y a peut-être ouais, des choses à travailler, ce que tu évoques justement. Là, on est sur une pratique, mais il manque des petites choses peut-être d'un point de vue mental. Euh, Juste aiguiller, c'est-à-dire on parle aussi, alors on va parler aussi prépa mentale et c'est important aussi pour nos auditeurs, la compréhension, mais on peut parler aussi d'une sorte de dissonance cognitive, c'est-à-dire, en fait, la dissonance cognitive, c'est le sentiment d'inconfort mental, hein, quand on ressent, en fait, ce que nous ressentons en fait quand on abrite des pensées ou des opinions qui entrent en contradiction avec nos comportements. C'est un peu l'histoire du, je ne sais pas si tu connais la fable de La Fontaine du renard et la métaphore, hein, du renard et du raisin. Je ne sais pas si tu la connais, mais en je fait, sais plus. voilà, en fait, le renard, il essaye de choper une grappe de raisin, il saute en permanence, il saute en permanence, et puis il n'arrive jamais, en fait. Vous Ouais, pourrez penser un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'on n'arrive jamais à trouver les vraies questions pour aller chercher finalement les bons comportements, et on est bien Et finalement, il reste dans un certain confort, et quand on le croise, il va dire que le raisin, enfin, il l'a pas pris parce qu'il était pourri, en fait. Et OK. donc, voilà, la dissonance, c'est justement, est-ce que quand on parlait de bien comprendre ce que sont les enjeux climatiques, est-ce qu'on parfois on n'est pas sur quelque chose de très global qui fait peur aux gens et où on va et finalement de revenir peut-être à une pratique qui soit reliée, ce que tu fais hein, avec la phrase sur le climat, qui est peut-être pas forcément bien comprise. C'est une Bah, question. exactement, quand on émet du CO2, quand on prend sa voiture, on voit pas le CO2, s'échapper et puis on voit pas les conséquences que ça peut avoir derrière et c'est difficile de se dire: «Bah, en faisant ça, ça va abîmer le climat» et puis, souvent en plus on on remet un peu la balle sur les autres: «Oui, mais tant que les Chinois ou les Américains n'auront pas bougé, ça sert à rien et tout». Enfin, mais, c'est en fait, c'est un comment? Ça peut être très violent en fait, on Mhm. s de je sais pas, de faire, il y a plein d'actions qui peuvent être délétères, pour Ouais. l'environnement, en émettant beaucoup de gaz à effet de serre. Qu'on ne Aujourd'hui, connaît on a pas des ordres de forcément. grandeur et l'impact que ça peut avoir, mais même ne serait-ce sur, je sais pas, pas seulement la biodiversité, mais sur nos amis, sur nos proches, les personnes qu'on aime et on se dit: «Bah, c'est pas possible, aujourd'hui, ça nous viendrait pas, je sais pas, à l'idée, d'aller, donner une gifle à son voisin pour aucune raison et parce que et aujourd'hui, il y a des lois qui sont censées nous protéger parce qu'on n'a pas le droit d'aller, taper son voisin et c'est très normal. Mais aujourd'hui, par Heureusement. contre, et bah, il y a des actions qui peuvent être très délétères, et qui, indirectement, bah, tuer son voisin, quoi. Et aujourd'hui, ben, ça, il y a pas de loi qui nous protège pour ça, quoi. Mmh. Tu vois? Moi, je pense que le, le quota carbone, ça devrait être un truc qui, finalement, qui pourrait nous sauver parce que on sait que, voilà, aujourd'hui, bah, il y a 800 000 personnes qui meurent prématurément en Europe de la pollution et avec, bah, tout ce qu'on émet, avec notre société de consommation, notre mode de vie et puis pourtant, ben, il y a rien qui est il y a pas de, si tu veux, il y a pas de barrière pour essayer d'endiguer ça. On continue, comme si de rien n'était, quoi. Alors que, bah, encore une fois, d'aller chez son voisin et puis de le gifler pour aucune raison, bah, ça, s'il porte plainte, on peut aller en prison. Il y a des lois pour le car qui sont censées nous protéger et tu vois, je veux dire, il y a des Tu veux choses, dire on a du mal à trouver le consensus, voire le consentement, c'est-à-dire c'est difficile de le trouver parce qu'en fait on est sur
des prises de conscience, c'est ça? On est sur la prise de conscience finalement. On n'en a pas conscience réellement, puisqu'on va pratiquer par exemple la pratique de l'ultra-trail, on va faire de la compétition, mais on n'a pas conscience de tout ça forcément. Ben, ouais, c'est un ensemble, Mhm. c'est sûr que, pour bien en prendre conscience, il y a plusieurs choses à faire, hein, je sais pas, la en tout cas, la je trouve que la fresque du climat, l'atelier de la fresque du climat, c'est une super sensibilisation. On comprend les ordres de grandeur, mais on comprend, les interactions entre les activités humaines et puis ce qui en découle. Puis on s'aperçoit que finalement la solution, elle vient des actions de nous, les humains et notre activité, quoi. Mhm. Mais c'est pas Donc on est là. facile, c'est pas facile parce que je vais revenir un petit peu à la discussion qu'on avait tout à l'heure. On parlait de finalement de l'arrivée de l'UTMB, c'est une sorte de gros tunnel d'émotions. C'est un tunnel d'émotions. Je vais pas dire un tunnel de vente, hein, mais on parle de tunnel, mais c'est un tunnel d'émotions et en fait on y revient parce que on a envie d'être le finisher, etc. Mais finalement on est sur une notion très spectaculaire, très émotionnelle, mais on ne se refait pas non plus parce qu'on a besoin, on va rechercher ça. Donc, il faut aussi compléter finalement la donne, c'est-à-dire on va peut-être chercher des émotions, mais il faut aller aussi chercher peut-être autre chose. C'est peut-être c'est ça que d'avoir une réflexion un peu plus large peut-être sur la nature. Bah, ouais, peut-être qu'il faut revoir, où comment qu'est-ce qu'on veut au fait? Quel sens on donne à notre existence? Mais qu'est-ce qu'on souhaite, finalement, si c'est rechercher des émotions absolument, peut-être que l'UTMB c'est un super événement pour, chercher des émotions. Mais bon, est-ce qu'on en a besoin réellement? Bah, ça c'est chacun, peut y répondre seul, quoi. Est-ce qu'on a besoin vraiment d'un gros événement comme ça pour aller chercher des émotions? Est-ce que ces émotions, on peut les chercher, soi-même, quand on fait une traversée, dans la montagne et est-ce que ça nous procure autant de bonheur? Ou est-ce que le fait de le faire, partager avec d'autres copains, sur une belle sortie, ça le fait aussi? Ben, c'est une vraie interrogation, Est-ce que tu mais as, toi, tu as gagné par exemple 3 fois l'Ultra Trail du Mont Blanc et tu as eu des shoots de dopamine énormes, ouais. d'ocytocine, de sérotonine, parce que c'est vraiment ça, hein, le shoot de dopamine, il doit être énorme quand on arrive. L'ocytocine, c'est le lien à l'amour qu'on a des autres, et la sérotonine, c'est dire, ah putain, je suis pas une merde, quoi. Enfin, en grosso modo, c'est ça, mais on a tellement, c'est des doses qu'on peut même pas, c'est des doses de drogués, mais à des doses machin, est-ce qu'on peut le retrouver finalement si on ne le fait pas sur ce genre d'événement? Et c'est là où il y a un énorme paradoxe finalement. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut aussi bien mêler des événements exceptionnels comme ça, mais avoir des prises de conscience derrière? C'est une vraie question Ben, ouais, c'est une vraie question. que je te pose, qui n'est pas évidente, mais je pense que c'est intéressant d'avoir ton avis parce que tu es justement garant de ça. Et est-ce qu'on peut faire les deux? Est-ce que c'est possible? Bah, hem, c'est sûr que les émotions, quand tu franchis une ligne d'arrivée d'un UTMB victorieux, en termes, bah, d'émotions intenses, c'est une vraie bombe donc je vais pas mentir, Mhm. j'ai jamais vécu ça dans un autre contexte, dans ma vie en dehors, un truc aussi fort, j'ai jamais vécu quoi, c'est une vraie drogue. Après, bah, il y a plein de bons moments dans la vie, des belles sorties, des belles traversées avec des copains où voilà, j'ai beaucoup de plaisir, beaucoup de satisfaction et puis je sais que c'est pas quelque chose de normal et je sais que ça demain de toute façon, voilà, forcément à 60 ans, j'aurais peut-être pas les capacités, physiques, pour performer comme à 30 ans. Bah, Donc je merci, sais c'est gentil que pour moi. Non, je rigole. non, mais tu Non, peux non, je continuer rigole. à faire des UTMB et Oui, tout, hein, il y a mais je suis pas sûr que oui. bon, Marco Il Olmo y a un l'a fait, hein, vieillissement, hein. mais Oui, exactement, c'est ce que j'allais te mmh, dire. Il y a un vieillissement cellulaire quand même, mais il y a des êtres mmh, exceptionnels toujours. exact. Mm. Donc du coup, je me dis: «Bah, de toute façon, il faut pas que je m'attache à quelque chose de aussi fort en termes d'émotion parce que, sinon ça va être
ça va être invivable à l'avenir, quoi. Si je m'accroche à ces émotions qui sont aussi fortes, et que c'est une vraie drogue, ben, ouah, le reste de ton existence va être compliqué parce que, il y a plein de choses qui sont cool dans la vie, où on peut avoir du plaisir, du bonheur et tout, et ça forcément je vais pas arriver à le reproduire quand j'aurai 60-70 ans, donc bah, ça sera bien d'y repenser et puis de revoir, les images, OK, mais faut pas que j'en fasse la part belle, et puis il faut arriver à se contenter de voilà, de plaisir, plaisir Simple. plus simple, quoi. Mais ça veut dire qu'on pourrait quand même mêler les 2 puisqu'on peut avoir des choix, finalement. La vie, elle est pas en permanence, si d'un point de vue même philosophique, hein, elle est faite d'épreuves, elle est faite de moments où aussi il faut beaucoup travailler. On peut avoir des moments difficiles, des moments aussi d'extase. Et est-ce que, ça peut être, finalement, le problème, est-ce que c'est pas justement une accélération, ou, un petit peu l'accélération économique qui fait qu'on va surconsommer aussi de la compétition parce qu'on est, voilà, affiché, on est pris aussi dans des marques et je c'est pas une critique, hein, mais, est-ce qu'il y a pas un petit peu ce versant-là aussi? Mais il y a des marques aussi qui vont faire l'effort de laisser tranquille aussi. Ouais, c'est vrai qu'on est dans un monde où toujours tout va toujours un peu plus vite, plus fort, plus longtemps, et alors que la tendance, ça serait quand même bien à décroître. On en parle de plus en plus parce que, voilà, pour revenir un petit peu sur, le côté climatique, on sait que, Mmh. ben, l'énergie n'est pas infinie, les ressources fossiles, elles s'épuisent, et le pic pétrolier, il est passé depuis 2008. Donc là, on est dans un espèce de d'engouement pour la discipline de l'ultra avec des gros événements, et puis, un mélange, culturel, bah, qui est vraiment intéressant. Mais derrière, forcément, on va devoir calmer, ces gros événements, et puis, peut-être réfléchir un peu à nos circuits pour, diminuer, avoir une tendance à la diminution, parce que, bah, pour 2 points qui sont importants. Déjà, cet fait de cet impact-là, de surconsommation d'événements, et puis, qui amène des gens à se déplacer et tout, ça a un impact sur la biodiversité. La biodiversité et le réchauffement planétaire, et ben, c'est ce qui nous fait vivre, surtout la biodiversité, et si on continue à émettre autant de gaz à effet de serre, bah, nous, on court un peu à notre perte, et puis aussi, bah, il y a ces énergies fossiles qui se réduisent à grande vitesse, et d'ici 2050, on dit qu'il y aura une production de pétrole qui sera moitié moins qu'aujourd'hui. Donc 2050, c'est quand même demain. Je pense qu'on va se réadapter tout doucement à décroître et à faire des choses un peu moins d'ampleur importante, parce qu'on n'aura pas le choix quoi qu'il en soit, et finalement cette décroissance, bah, soit on essaye de l'anticiper là, ou soit on va la subir, mais notre mode de vie aujourd'hui, il est clairement plus possible, ces prochaines années, quoi. Mmh. Ouais, le mode de vie, ce que tu dis, c'est effectivement aussi, c'est de vivre plus simplement. Donc, est-ce qu'on pourrait pas justement anticiper du fait qu'on peut quand même faire un peu de compétition? C'est vrai qu'en temps de guerre, on fait pas de compétition et pas de jogging, hein. Mmh. Mais Ouais. là, c'est peut-être, d'avoir une sorte de parce que l'ultra trail le permet. Il y a même eu des écrits scientifiques qui parlaient de décélération. Même Hartmut Mmh. Rosa, voilà, il parlait de décélération et aussi de capacité de résonance aussi justement, c'est-à-dire d'exemplarité, dire que finalement cette pratique pourrait être une sorte de pas de tribu, mais de population qui aussi donne des bonnes ondes, pour pratiquer et d'avoir aussi des nouveaux comportements. Est-ce qu'il n'y a pas cette aubaine-là, par rapport à la pratique? Parce qu'on sait que bouger, c'est important, on combat la sédentarité, mais est-ce que la compétition peut amener aussi une certaine motivation par l'émotionnel, mais en même temps d'amener de bonnes pratiques? C'est ce Bah, que tu essayes exactement, peut-être? parce ben, la pratique du sport, comme je disais tout à l'heure, c'est une super école de la vie, parce que, juste, d'apprivoiser un petit peu le goût de l'effort au quotidien, et ben, derrière ce goût de l'effort-là, il nous sert à plein de choses dans la vie, quoi, et c'est ça qui est super enrichissant finalement. On arrive à se dépatouiller un petit peu quand il y a
des complications, parce que et voilà, et je trouve que le sport pour ça, c'est trop bien et la compétition aussi parce que la compétition, on se dépasse, on se challenge avec les autres, ça nous permet de trouver les limites et on va chercher un peu plus loin dans le goût de l'effort et c'est sûr que, c'est un bel apprentissage, pour la suite et puis aussi, ben, dans le quotidien, à l'avenir, comme je disais avec, cette, décroissance d'énergie fossile qui fait, toute notre existence aujourd'hui pour aller se déplacer, pour s'habiller, pour aller manger et cetera et ben, finalement, comme on aura ce goût de l'effort, ça ne nous embêtera pas d'aller, à l'épicerie, en marchant, en vélo, À se bouger, quoi. voilà quoi. C'est Ouais. vraiment ton côté mindset. Alors, moi, je voudrais revenir un petit peu sur le côté sportif. Et, après, refaire un petit focus, hein, parce que on est sur aussi le côté mental. On y reviendra de toute façon aussi, sans aller non plus explorer. On va pas prendre tout ton temps. Mais est-ce que tu pourrais nous raconter une petite histoire, une anecdote finalement particulière dans laquelle tu as pu vraiment explorer le versant mental pour toi, ce que c'était le mental finalement? Comment tu l'as vécu et comment tu l'as abordé? Est-ce que tu as trouvé des solutions? Il y a quelque chose qui te revient vraiment, où tu as été loin? Ben, je vais te dire un truc, pas j'ai fait un jeûne, mais sec, Ouais, sans boire, sans manger et ça a été vraiment une super expérience mentalement d'accord. et j'ai fait plusieurs jeûnes hydriques d'une semaine et là, 1 semaine, sans boire, sans manger, ça a été, un truc, vraiment dur mentalement, je trouve, sur la fin. Mmh. Les 2 derniers jours, c'était compliqué Tu et rêvais pourtant, de bah, nourriture? ah ouais, ouais, non, mais rien que de manger un morceau Mmh. ou de boire un verre d'eau, c'était incroyable, quoi. Après, c'était fou, quoi et parce que j'ai lu pas mal de choses là-dessus, après c'était un essai sur moi. Je Ouais. conseille à personne de le Ouais, il faut faire. être suivi, hein, il faut être Il faut suivi pour ça. Mmh. beaucoup se Ouais, c'est documenter ça. aussi Mmh. et puis, donc bref, et ça, au niveau mental, expérience, c'était Tu as été vraiment loin? Mmh. ouais, je trouve que c'était parce qu'il y a plein de mots qui arrivent aussi un petit peu avec, ben, l'apport Ouais, les hydrique corps qu'on a cétogènes, ouais. plus Mmh. et puis aussi Les corps cétoniques, c'est ça? exactement exactement, ouais, on peut avoir des maux de tête, mais on n'est pas forcément dans un état très, très bien Mmh. et ouais, Il y a plus d'énergie en fait, non, c'est alors ça? Mmh. ouais, ouais, puis l'énergie aussi, pas forcément bien aussi, un peu tout mou toute la journée, Ah, le mais cerveau a besoin de glucose aussi, hein. Tu sais, mmh, il consomme pas exactement, mal, ouais. hein. On consomme beaucoup le C'est pour cerveau, ça que notamment quand il réfléchit. ouais, exactement, tout prend du temps Ouais. et puis, voilà, mais, Mmh. et puis ouais, pas, je sais pas, prendre un temps pour manger quelque chose et les odeurs, savourer quelque chose, ben, ça tu l'enlèves pendant un certain temps et puis à un moment donné, ben, ouais, heu, Mmh. ça te prend toute la place dans la tête et puis, et c'est dur de trouver un échappatoire pour arriver à calmer tout ça alors que ton esprit, il est focus sur ça, il sent qu'il y a une alerte et puis il faut vraiment, hem, manger un truc, se mettre un truc sur la dent et en fait, ben, tu dis: «Non, allez, j'essaie de tenir un peu plus» et c'est là où c'est compliqué parce que tout ton cerveau Mmh. Ouais. veut se Ouais, débarrasser de ces pensées-là c'est et délicat. Il y a vraiment un degré limite aussi sur ressenti, en fait, vraiment, à un moment donné. mmh, Justement, est-ce que ça t'a servi, ce genre de choses pour après? On sait que tu as passé des moments difficiles, hein, avec la maladie de Lyme, hein, on ne va pas en reparler non mmh. plus pendant des heures. Je sais que tout le monde te pose la question. Mais en fait, c'est un petit peu relié finalement à la santé, c'est expérimenter des choses, explorer. Parce qu'en fait, quand tu vas explorer des choses sur le corps, tu vas Mmh. aussi explorer des choses mentales. Finalement, les 2 sont liés, hein. Exactement, ouais. Bah, ouais, ouais, en plus, il y avait pas mal de, ces jeunes, que j'ai fait, c'était aussi, pour cette pathologie-là
Mmh. parce que j'ai lu encore pas mal de choses et de Tu te documentation par documentes rapport à beaucoup, ça ouais. et puis Mmh. des thérapeutes, j'en ai rencontré plein. Mais bref, je regrette pas du tout cette expérience-là Mmh. et puis c'est sûr que je encore une fois, ben, il y a par rapport à la maladie de Lyme, il y a des situations qu'on traverse qui sont pas simples, et puis il faut, comme en ultra, trouver les bons outils au bon moment pour, essayer d'aller un peu mieux et puis finalement, bah, ces côtés qui peuvent être un peu, comment? Compliqués à gérer, derrière, ben, on en ressort toujours un peu grandi parce que encore une fois, ben, moi, je veux absolument et je pense que je tiens le bon bout. Je m'en suis débarrassé en trouvant voilà, plein de choses et en me documentant et puis, finalement, bah, toutes ces recherches, c'est de la curiosité, c'est de la Ça t'a on nourri? a Ça t'a ouais, nourri? voilà, J'ai on a l'impression plein que ça t'a de nourri. Ça t'a nourri, ouais, j'ai l'impression que tu as grandi, c'est un nouveau Xavier Thévenard qui est allé chercher des connaissances, qui a de nouvelles, finalement recherches et c'est ce qu'il faut dire un petit peu aux auditeurs, c'est-à-dire qu'on est beaucoup maintenant dans les tendances New Age où, le développement personnel, c'est: «Ah oui, on va aller chercher quelque chose, mais on n'a aucune, solution». Ce qu'il faut aller les chercher en fait finalement, il y a pas forcément d'outils qui existent, c'est nous-mêmes qui allons aussi chercher des connaissances, qui essayons de les ouais, ouais. expérimenter, c'est ça non? Que tu as fait? Exactement, ouais. Je pense qu'il faut aller chercher les informations, se documenter, puis après faire son expérience ça, c'est vraiment moi, je mettrais le gros point là-dessus, faire son expérience parce qu'on est vraiment tous différents et c'est difficile voilà, bah, donner, toutes les informations à quelqu'un et puis cette personne en question va nous dire, «Essaye ça, fais ça comme ça» ou de se faire conseiller, peut-être, après d'être, omnibulé puis, de se laisser guider, par cette personne. Je sais pas si faut pas se faire infantiliser, je pense pas que ce soit la Mmh. bonne chose, mais vraiment essayer voilà, de prendre des connaissances de certaines personnes et après avec ces connaissances de faire sa soupe quoi, essayer et ça j'essaye, ça j'essaierai peut-être un peu plus tard ou et puis, et après on a différents cheminements quoi, c'est ça Mmh. qui me semble Le important. finalement, le petit prince devient un grand roi, hein? Non, j'ai Un l'impression? grand roi, moi je sais pas. C'est en tout cas, je voulais revenir un petit peu sur, ce côté mental et un peu jongler aussi encore sur, la minute, on va dire, émotion galère que tu peux avoir, que tu pourrais expliquer dans une situation que tu as vécue, de stress ou de panique et heu, qui peut être amusante aussi et que tu as pu vivre notamment dans une course là, vraiment et finalement ou dans ta pratique, ça peut être à l'entraînement, en compétition, mais quelque chose à un moment donné où voilà, tu t'en es sorti, mais finalement, tu as été peut-être un peu loin et dans même d'un point de vue mental. Est-ce que tu as un souvenir? Minute galère, Mmh. j'en ai eu plein des minutes galères, je pense. Mmh. Non, mais je dirais bien la hard rock là, aux Ouais. États-Unis, Mmh. 2016 où à un moment j'ai pris un coup de chaud, j'étais mal, 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 mais vraiment mal quoi et puis Mmh. je suis allé au bout, mais je me vois en train de me mettre dans la rivière, mais complet, hein, j'ai une grosse rivière, je me suis mis complet dedans, j'avais un coup de chaud énorme, il fallait refroidir le moteur et là, je sais pas, j'avais en plus la nausée, j'étais vraiment, vraiment pas bien, quoi et puis, bah, j'ai pris le temps qu'il fallait pour que ça revienne en marchant, puis c'est Et là, revenu, mais tu t'es posé la oh, c'était question galère. s'il tu allais vraiment où tu étais en fait, c'est ça? C'était Ouais, mais sans même je me souviens d'avoir dit au ravito, non, en fin de cours, j'ai dit: «Non, mais je pousserai jamais personne à faire je dirai jamais à quelqu'un: "Vas-y, fais de l'ultra, c'est trop bien", si c'est pour être dans des états pareils, quoi». J'inciterai personne. Il faut que ça soit une volonté de la personne en question pour aller s'inscrire à un ultra et se motiver à un ultra, mais il faut pas que ça vienne de quelqu'un qui lui dise: «Vas-y, lance-toi à l'ultra, tu vas voir, ça serait trop bien». Là, je me suis dit: «Mais jamais je dirais à quelqu'un que c'est quelque chose de plaisant l'ultra» parce que à ce moment-là, c'était compliqué, quoi. mmh. Mais bon, Mais tu t'en es sorti et c'est vrai que ce qu'on exactement. peut dire et c'est justement ça va sur ma prochaine question, c'est
avec tes mots, les clés de la réussite mentale, toi, à ton avis, on a parlé de beaucoup de choses hein, là entre nous et c'était vraiment sympa et qui vont sur le côté de la nature, sur le côté du silence, sur le côté des émotions. Mais pour toi, en fait, on pourrait dire, finalement, si on fait qu'une fois un ultra trail dans l'année et qu'on va pas trop consommer du bilan carbone, on y va, on est prêt. C'est quoi les clés de la réussite mentale à ton avis pour bien le terminer, bah, monsieur tout le monde ou performer ou voir le gagner? C'est différent, je pense. Ben, je pense que l'importance déjà, c'est d'arriver à franchir la ligne d'arrivée, Ouais. que c'est quand même pas rien, quoi, c'est aujourd'hui, on a tendance un peu justement à banaliser un peu, les distances, mais même 50 kilomètres quoi, c'est pas rien, 100 kilomètres encore moins, alors 150, c'est vraiment un gros truc, heu, ouais, il faut vraiment arriver à prendre conscience déjà de ce que c'est en termes d'investissement d'effort physique et d'engagement mental. Hem, après ben, faut se dire qu'on a le temps quoi. Je pense que c'est la meilleure recette pour Mmh. y arriver et puis, quand il y a un moment difficile, pas d'affolement: «Attends, c'est moi qui ai décidé d'être là, j'ai le temps, je vais prendre le temps de faire bien les choses et de même si je perds un peu de temps sur, la concurrence ou bah, c'est pas bien grave ou si je cherche même pas la place, c'est pas grave. Si j'ai les barrières horaires, bon, bah, la question se pose peut-être plus, mais voilà, le but c'est d'arriver au bout puis pour passer ces difficultés, prendre le temps, quoi, Mmh. voilà. On n'est pas dans le côté ce qu'on appelle du roi soleil, hein, parce qu'on tombe dans les Mmh. marécages, c'est ça? C'est-à-dire, c'est faire un peu ce que tu évoques, c'est de dire qu'à un moment donné, on est dans l'ultra, c'est difficile, que finalement, il faut savoir, faire ce qu'on sait faire à l'entraînement, c'est ça, grosso modo? Mmh. Ouais, c'est ça, ouais. De toute façon, quand la vitesse sur un ultra trail est jamais bien loin de la sortie longue en endurance fondamentale qu'on fait, à la maison. Donc quand on connaît ces allures d'endurance fondamentale à la maison, bah, l'ultra, c'est ni plus ni moins que ça, mais sur une durée un peu plus importante, avec un kilométrage plus important et puis, bah, forcément quand on accumule de la fatigue, il y a des moments de temps faibles et sur ces moments de temps faibles, il faut arriver à prendre le temps et puis, se dire que tout va bien se passer, qu'on est dans la montagne, qu'il y a les copains pas loin au bord du parcours, que si j'ai choisi d'être là, ben, c'est seulement moi qui ai choisi d'être là et j'ai pas le droit de m'énerver, je suis dans un super environnement, il y en a plein qui aimeraient être à ma place, il y a pas des bombes qui me tombent sur la tête, Mmh. voilà quoi. On peut toujours trouver quelque chose finalement Mmh. qui nous permette d'avoir des pensées, tu veux dire, alors c'est pas la pensée magique, hein, mais c'est le versant d'une pensée qui n'est pas parasite en fait, qui va permettre de continuer parce que c'est souvent nous qui se freinons, c'est ça que tu veux dire? Ouais, ouais, bah, c'est vrai que, bah, je comprends, moi j'ai déjà arrêté des courses aussi, des fois, quand tout est s'allume au rouge dans la tête et que, on le corps n'avance plus, mais le mental n'est plus là non plus, Mmh. heu et Les 2 après, sont ben, voilà, fortement reliés à ton avis, hein? Les 2, tu peux pas ouais, fonctionner sans cerveau en fait et le cerveau peut pas fonctionner sans le corps, c'est ça ce que tu veux dire? Mmh. ouais, exactement, ouais, alors il y a des moments où forcément, quand on arrive à des kilométrages importants sur un UTMB, bah, sur Mmh mh. n'importe quel ultra, on a les jambes, les articulations qui brûlent, mais Mmh. si la tête est là parce que, voilà, on est bien, on est frais dans la tête, on arrive à passer ces difficultés de douleur. Après, souvent quand la tête elle est un peu plus en berne et puis qu'on n'a pas les bonnes, pensées à ce moment-là ou les bonnes émotions, c'est vrai que dans ces douleurs intenses, du corps, c'est là où on a tendance souvent à mettre, la flèche et Mmh. Ouais, ouais, et tu vas il y a pas mal d'armes. Est-ce que toi tu vas aussi dans le côté imaginaire? Est-ce que tu as on parlait par exemple avec Mathieu Blanchard de visualisation. Est-ce que toi, c'est des choses qui te parlent? Tu le fais sans forcément apporter des méthodes, hein. Dans le mental, on n'est pas forcément,
les méthodes, c'est des principes, c'est des choses, des petits outils qu'on se donne personnellement, hein. Il y a pas de méthode, faut fuir les méthodes. D'ailleurs, c'est Ouais. plutôt des choses sur lesquelles nous, on va se mettre des principes sur lesquels ça fonctionne avec nous. Est-ce que toi, par exemple, tu as des choses sur la visualisation? Est-ce que tu as des choses particulières? Bah, la vie ouais, après bon, voilà, quand je traverse un moment difficile, j'essaie de penser à des choses qui me font du bien. Ça peut être un souvenir d'enfance, ça peut être un bon moment avec les copains, ça peut être, après j'essaye quand je suis pas bien, de pas penser à ce qui m'attend, mais être dans le présent, ici et maintenant. Et Mmh. puis, voilà, après je fonctionne vraiment par étapes, sur un parcours, je regarde pas le parcours dans son intégralité, mais je me dis: «Bon, bah, là, je vais du point A au point B et au point Mmh. B, ça commencera un nouveau parcours», et cetera et comme ça me permet d'avancer et de pas avoir peur sur l'immensité du parcours et Mmh. ça me correspond plutôt bien comme ça et après, ben, voilà, j'essaye d'être un peu dans un état d'hypnose, tu vois? Quand c'est compliqué, je me mets dans ma bulle, je regarde, au sol et puis, voilà, je pense que, voilà, j'avance quoi qu'il en soit Mmh. et voilà, je suis dans ma Tu bulle, en je suis fait, ton bien ton cerveau est et reposé, c'est ça que j'ai l'impression que, finalement, si tu ouais. vas, trop dans le calcul, c'est en fait, il y a un chercheur, Lionel Nakache, qui parle en neurosciences de nombres premiers, de nombres complexes finalement. Il faut rester dans quelque chose qui n'est pas, heu, forcément, heu, finalement trop travaillé. C'est simple Mmh, et en fait avancer par exactement, petites touches, sinon le cerveau il fusionne un peu, exactement, c'est ça? ouais. Ouais, exactement, simple, c'est assez machinal, quoi. Mmh mh. Ouais, tout quand c'est difficile, ouais, tu essaies d'avancer quoi qu'il en soit et puis, tu penses à juste, ta gestion dans l'allure, peut-être ta pose de pied, de prendre un truc à boire, à manger et Mmh. voilà, quoi, derrière, Finalement, des choses enfin, simples, quoi. exactement, C'est regarder finalement, le regarder mental, le c'est très ciel. simple. Arrêtez toutes vos Mmh, conneries. Finalement, le mental, c'est simple. C'est des choses, parfois qu'on fait, et on veut mettre des fois des choses, mais au bout du compte, avec la fatigue, c'est ce que tu veux dire, ces petites touches, sont importantes. ouais. C'est assez, personnel aussi, Mmh. des fois, je me dis: «Ouais, je trouve que des fois, encore avec l'expérience, sur de l'entraînement, tu vois, est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais pas bien? Est-ce que» alors après, trouver des choses pour les autres, Ouais, heu, c'est plus dur encore. c'est compliqué, quoi. Oui, oui. On peut pas se mettre dans le cerveau des autres, hein, c'est ça que C'est tu ça, ouais. Mmh. c'est compliqué. En tout cas, moi je voulais revenir un petit peu, et puis après, le temps est précieux, le temps passe vite, alors est-ce que tu avais, finalement toi des choses à ajouter? Qui tiennent vraiment à cœur parce qu'on est dans le versant justement du mental, on est dans les croyances, on est dans les nudges, faut y aller et je pense que c'est très important. Tu es un ambassadeur, tu as gagné plusieurs courses et tu as montré que tu avais un fort mental, mais aussi qu'il était relié fortement à cette notion de nature. Heu, Mmh. Peut-être des choses à ajouter là-dessus? Bah, c'est vrai que tu parles de croyances, mais je pense que ça, c'est vraiment fort. En fait, si tu crois au plus profond de toi que ce que tu es en train de faire là, au niveau de l'entraînement, dans ta préparation pour une course ou et ben, tu sais que, ouais, ça va marcher, bah, ça, il faut pas le lâcher, quoi. C'est quelque chose qui va faire que, derrière, l'événement va bien se dérouler parce que, ouais, c'est inscrit en toi, quoi. C'est une croyance et je pense que ben, voilà, la croyance, C'est important d'en avoir, c'est important. Ouais, ouais, ouais. mais des Mmh. croyances pour soi, c'est ça qui sont Bah, ouais, génératrices des de croyances pour soi. bienfaisantes aussi, Ouais, c'est hein? ça, ouais. Mmh. Mmh. Ouais, exactement, ouais, si ça te donne du sens pour soi, et ou Mmh mh. et ouais, je pense que quelque chose à vraiment s'imprégner, quoi. Mmh. Si on pense au fond de soi que cette chose-là, cette méthode, cette technique, ça va marcher et ben, il faut pas se laisser, distraire, par d'autres pensées négatives, puis il faut y aller, quoi. Après, c'est un peu une histoire de, je sais pas,
alors je sais pas trop comment le calculer, mais un peu d'intuition, quoi. Moi, je sais pas, il y en a qui ont un peu plus d'intuition que d'autres et Sentir des les fois, il faut choses, réfléchir. Ouais, sentir. sentir les choses. Mmh. Mhm. On peut sentir et savoir, comme dirait l'autre, mais c'est Damasio qui dit ça, Il y a mais un truc sentir, ouais. que j'adore, oui, il y a des bons échanges, c'est le podcast, Métamorphose, de Mhm. Andy Eclair. Il y a plein d'informations hyper intéressantes sur l'aspect mental, psychologique et cetera Ouais. et voilà, essayer des Le, choses après le sur domaine est sur vaste, tu veux dire, et il est mmh, super intéressant parce qu'on va gratter. exactement. Et Mmh, c'est de la connaissance, c'est formidable. En fait, on va mmh, aller, c'est un petit peu comme l'entraînement. On va faire des kilomètres, et ben on va aussi ouvrir de la plasticité un peu cérébrale, des nouveaux neurones. C'est chouette aussi, non? C'est ouais, ça. Moi, ouais, c'est j'avais ça. je vais pas te prendre tout ton temps. J'avais quand même une Mmh. dernière question. Comment se voit Xavier Thévenard dans 10 ans, dans 10, 15 ans? Qu'est-ce qu'il va faire, Xavier, dans 10 ans? C'est une bonne question, hein, C'est une question piège aussi, hein, pour le mental. ouais. Faut se projeter. Bah, je pense que je serai toujours dans le milieu, du sport, la nature et la montagne parce que c'est vraiment mes axes. Hem, Ouais, parce que tu as après bientôt peut-être 35 ans, hein, c'est ça? Mmh. c'est ça là, au mois de mars. Mmh. Mmh. Ouais, ouais, 6 mars. Après ouais, c'est une très bonne question. C'est marrant parce que quand je regarde, tu vois, depuis mon orientation, depuis le collège, sur ce que je m'étais fixé comme, comme objectif ou ce que je voulais faire, bah, finalement, le cheminement, il est complètement biaisé, quoi et puis, bah, il y a des fois, tu as des occasions alors, des propositions, tu dis oui, là, tu dis non, tu dis oui, puis ça te fait amener là et puis ensuite tu fais cette rencontre avec cette personne et puis ça t'ouvre cette porte et puis, en fait, tu vas là et puis, en fait, ben, tu sais rien, quoi. Et et puis encore une fois, il y a une part d'intuition et une part de bah, forcément qui correspond à ta nature et puis à comment qui correspond à tes grands axes, tes motivations profondes et tu vas mais alors là, pour le coup, en tout cas, c'est sûr que ça tournera autour du sport, de la nature, peut-être du jardin, Mmh. La mais permaculture, concrètement, précisément, aucune idée, quoi. Dans 10 ans, je sais pas, peut-être que ouais, je sais, aucune idée, une ouais. grande barbe, tel un ermite avec, Amélie dans leur chalet, Ah, une barbe, avec je sais pas parce que, je suis pas très j'ai pas trop la barbe. bah, écoute, en tout cas, je te remercie, beaucoup, vraiment d'avoir passé du temps. On a vraiment à nos côtés sur ce versant de l'exploration, on va dire, mentale, mais on a été beaucoup plus Ouais. loin. Une petite phrase, des petits conseils pour les gens, les auditeurs qui adorent Xavier Thévenard, son message et des choses à dire peut-être pour les prochaines courses. Tu envisages de faire des compétitions et puis un petit mot pour eux. Ben, déjà la semaine là, dimanche prochain, je cours la Transjurassienne, en ski de fond Génial. et puis après, ben, hem, je vais essayer de continuer à en courir en ski de fond, tant qu'il y a de la neige. Et puis Mhm. dès qu'il y aura plus de neige, je hausserai les baskets et puis après, moi, j'ai déjà réfléchi à 2-3 courses, dans les Alpes, cet été. Peut-être une course du côté de Chamonix fin août, mais encore faut-il que Ouais. je me qualifie Les petites courses et du village, ouais, après il faut que j'ai le nouveau les protocole là, points là. ouais, les points, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, il faut que j'aille les choper sur une autre course donc je vais réfléchir à tout ça, quoi. Ou peut-être qu'il y aura pas de course fin août à Chamonix, mais et Mhm. puis, ma foi, je Tu ferai vois une sur le course dans court les terme, Alpes. c'est ça? Tu vois sur le court terme? Mhm. Ouais, je vais voir un petit peu comment ça se dessine au printemps, là. Mhm. Tu Déjà sur t'entraînes en court l'hiver, terme. tu Ok. ouais, là, je m'entraîne en ski de fond principalement, là, en ce moment. Parce Mhm. qu'on a pas mal de neige, donc c'est cool. Bah, pas mal de neige, on a de la neige, pas beaucoup, mais on en a, donc c'est pas mal. Et puis, Mhm. ouais, ça va mûrir au fur et à mesure de la saison, là, sur quoi je me projette en ultra, mais j'ai une idée, soit le 90 du Mont Blanc, soit le Lavaredo, je sais pas trop encore. Voilà. D'accord. Ouais, en fait, mon cœur navigue. Une petite phrase pour les auditeurs qui tient à cœur, ou je sais pas, une citation, une Ouais. phrase, n'importe quoi.
qui te passe Et par l'esprit? ben, on n'est jamais à l'abri d'une bonne performance. Ah, celle-là, elle est chouette. Je crois que c'est Amélie, il me semble, hein, qui mais Ouais, de toi aussi. ouais. C'est vrai qu'on n'est jamais à l'abri et c'est important de se le dire, il faut laisser un petit Mmh, peu parfois, mmh. se laisser un petit peu aller et se laisser un petit peu tranquille aussi. Bah, écoute, merci OK. beaucoup en tout cas d'avoir pris ce temps avec nous et cet échange de secrets d'endurance by Nolio. Je te souhaite, voilà une très, très belle, enfin, une très, très belle saison en tout cas, mais en tout cas Ouais, de bien te porter surtout et merci. de réaliser, les projets, avec Amélie. Bah, Voilà. pareil, pareil, je te souhaite, plein de bonnes choses pour cette année et puis surtout la santé, c'est le plus important. Oui, bien sûr.